Cet exemple s'intéresse à la prise en compte des sollicitations intérieures d'un système mécanique dans l'application du théorème de l'énergie cinétique. On constate également que la connaissance du théorème de D'Alembert vu dans les vidéos consacrées au principe fondamental de la dynamique est indispensable. Il est demandé de mettre en place un système de freinage à déclenchement automatique sur la roue avant d'un VTT et de déterminer la distance d'arrêt. La piste fait un angle θ par rapport à l'horizontale et on met en place les sollicitations produisant un travail, à savoir le poids de l'ensemble vélo-pilote, et le couple de freinage, CF, au niveau de la roue avant. On ne met pas pour l'instant les réactions de la piste sur les roues parce qu'elles ne produisent pas de travail du fait qu'il y a roulement sans glissement à ce niveau. En partant d'une vitesse initiale V1, le VTT s'arrête après avoir parcouru une distance D. Tout du moins on l'espère. On projette et on calcule comme d'habitude les forces produisant un travail, ici en l'occurrence P, et on applique le théorème de l'énergie cinétique. L'angle alpha est l'angle dont a tourné la roue avant quand le VTT a parcouru la distance D. On en déduit une relation entre les deux. La première partie de l'équation se forme de la même façon que ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. On en déduit facilement la distance d'arrêt en fonction du couple de freinage CF appliqué. On constate déjà que, pour que le VTT s'arrête, il faut produire un couple de freinage minimum, ce à quoi on s'attendait. On vérifie au passage que ces formules sont homogènes et cohérentes. Comme d'habitude, on a accès à l'accélération gamma, qui ici est une décélération, en dérivant la formule par rapport au temps. Afin de ne pas alourdir inutilement les calculs, on va supposer que J, moment d'inertie des deux roues, divisé par le rayon au carré des roues, est négligeable devant la masse de l'ensemble VTT plus pilote. Bon, si vous regardez bien, cela revient à dire que la masse des deux roues est négligeable par rapport à la masse de l'ensemble. La décélération gamma prend alors une forme beaucoup plus simple. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce résultat. Je ne dis pas qu'il est faux, mais le coefficient d'adhérence entre le sol et la roue n'apparaît pas. Ce qui semblerait dire que, quelles que soient les conditions de frottement, donc qu'on soit sur du verglas ou sur une route sèche, n'influe pas sur la distance d'arrêt. Donc c'est pas cohérent. En fait, les formules sont bonnes. Seulement, CF est limité par l'intensité de la force de frottement entre la piste et la roue avant, comme on va le voir. On va appliquer le théorème de D'Alembert et mettre en place la force d'inertie Fi qui s'applique au centre de gravité de l'ensemble VTT pilote, c'est-à-dire au point d'application de P. On paramètre la position du centre de gravité par rapport au contact des roues sur la piste et on calcule Fi qui est égal à m gamma. On note Fa, le coefficient d'adhérence, piste-roue, et on met en place les réactions R1 et R2 de la piste sur les roues. On a ramené notre problème à un problème de statique grâce à D'Alembert, en ajoutant simplement la force d'inertie Fi. On calcule alors facilement la réaction sur la roue arrière, avec pour condition que R1 soit positif, sinon le vélo bascule vers l'avant. On en déduit alors une première condition sur le couple de freinage CF, qui est une condition de non-basculement. On calcule de la même façon R2, qui ne pourra dépasser mg cosinus θ, valeur obtenue quand R1 égale 0. Intéressons-nous maintenant à la roue avant et à la capacité de freinage de celle-ci. Si on isole la roue avant et qu'on fait somme des moments égale à 0 au niveau du moyeu, on constate que le non-glissement piste-roue est obtenu si le moment de la force de frottement Ff par rapport au moyeu est supérieur au couple de freinage. En remplaçant Fi, on trouve une inéquation sur Cf qui limite sa capacité de freinage. Et cette inéquation dépend du coefficient d'adhérence Fa entre la roue et la piste, ce qui est rassurant. On a ainsi trois conditions: la capacité de freinage, le non-basculement et le couple de freinage minimum pour que le VTT s'arrête. En combinant les deux dernières, on a accès à une condition initiale qui rend impossible l'arrêt du VTT si elle n'est pas satisfaite.
Je vous ai présenté dans la vidéo consacrée au principe fondamental de la dynamique en translation de l'importance de vérifier la cohérence d'une formule en plus de son homogénéité. On va s'en rendre compte ici en se prenant la tête pour vérifier la cohérence de la condition de non-glissement de la roue avant. Quand j'ai établi cette inéquation, j'ai vérifié qu'elle était homogène et qu'elle s'annulait pour FA égale 0, ce qui est tout à fait logique. Si le frottement est nul, la roue se bloque dès qu'on applique le moindre couple de freinage. Jusque-là, c'est cohérent. Ceci dit, cette formule a un dénominateur qui peut s'annuler et changer de signe pour FA égale A plus B sur C. Ce qui voudrait dire que pour cette valeur, on pourra appliquer un couple de freinage infini sans avoir de glissement de la roue, et pour une valeur supérieure de FA, on ne peut plus du tout freiner, ce qui n'est pas cohérent. Alors, la formule est fausse ou seulement incomplète? Pour essayer d'y voir plus clair, étudions l'arrêt d'un mobile sur un plan horizontal avec du frottement uniquement sur l'avant. On paramètre de la même manière ce mobile et on obtient de la même façon une relation entre la force de frottement FF et la force d'inertie. La force FF est égale à la composante verticale R2 de la réaction du sol sur le mobile, multipliée par le coefficient de frottement F. Étant sur un plan horizontal, et la seule force extérieure au mobile produisant sa décélération étant FF, on en déduit que FF égale FI. On trouve alors l'expression de la force de frottement qui ne peut dépasser MGF, qui correspond à la situation où la roue arrière ne porte plus et où tout le poids du mobile est reporté sur l'avant. R2 ne peut dépasser MG, le poids du mobile. Donc FF ne peut dépasser MGF. D'où la condition sur F à partir de laquelle le solide va basculer au lieu de ralentir. On constate que B sur C est égal à tangente phi, ce qui valide cette théorie. Pour plus de détails sur le basculement, je vous renvoie sur ma vidéo consacrée au calcul graphique avec frottement. Appliquons le même raisonnement pour notre cas. On en déduit alors la même condition et on peut dire que la formule est valable uniquement si FA est inférieur à B sur C. Sinon, on trouve le couple de freinage maxi en fonction de la charge maxi R2 appliquée sur la roue avant, c'est-à-dire le poids de l'ensemble multiplié par le cosinus de l'angle de la pente. Il est temps de récapituler un petit peu toutes les conditions trouvées et d'en faire une synthèse. Nous avons donc la condition de non-glissement qu'on vient d'établir, la condition de non-basculement du VTT, et enfin la condition nécessaire pour stopper le VTT. On en déduit par combinaison une condition impérative pour arrêter le VTT. Si cette condition n'est pas respectée, le VTT bascule systématiquement dès qu'on freine. Et là, une condition reliant l'angle de la pente avec le coefficient d'adhérence de la roue avant sur le sol. En effet, si on se trouve sur un sol gelé avec une pente importante, on peut faire tout ce qu'on veut, le VTT ne s'arrêtera jamais. Ouf, nous voici au bout de cette étude. Je voulais essentiellement montrer deux choses. Tout d'abord, comme on l'a vu en calcul graphique, le calcul énergétique est plus simple que le calcul classique, mais n'est pas toujours suffisant pour résoudre un problème. Il est donc important que vous maîtrisiez l'utilisation du principe fondamental de la dynamique et du théorème de D'Alembert si vous voulez être efficace dans ce genre de calcul. Tout comme vous devez maîtriser la statique graphique classique. On a vu aussi l'importance de la vérification de la cohérence de formules qui parfois mènent à une réflexion approfondie pour s'assurer que le résultat obtenu a de fortes chances d'être le bon.